Bien, maintenant, nous allons avoir la présentation de Jacques Poirier, qui a gentiment accepté d'inverser avec Jean-Claude Bernier. Jacques Poirier est professeur à Orléans. C'est un des labos très dynamiques sur des objets assez intéressants et même assez rares et sur les céramiques, et en particulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des céramiques qui doivent résister à des conditions très difficiles. Et je crois que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un des grands spécialistes de ce domaine. Et je lui passe tout de suite la parole. Bonjour à tous. Comme il s'agit du dernier exposé, je vais essayer un petit peu de vous divertir. Alors, je vais appuyer là. Oui. Donc, je vais vous présenter un sujet que je connais relativement bien. Donc, il s'agit des céramiques et réfractaires indispensables à l'industrie primaire. Alors, je vais commencer tout simplement par une... C'est là-dessus, non ? Oui. Je vais commencer tout simplement par vous montrer une photographie, mais pas n'importe quelle photographie, puisqu'elle a été faite par Salvadio Salgado, de l'agence Magnum, avec un très grand photographe, et qui vous présente tout simplement une circulaire avant chaud d'un haut fourneau. Alors, qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit bien sûr ce matériau qui s'appelle la céramique réfractaire, et on y voit deux ouvriers qui sont en train d'ausculter ce revêtement. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans quelques heures, eh bien, ce revêtement va avoir des températures relativement extrêmes. Ici, il s'agit donc d'une température autour de 1200 degrés. Donc, quel est finalement l'objet de ma présentation ? Vous le voyez ici, c'est les très hautes températures. Et quand on parle de très haute température, d'un point de vue symbolique, on revient à deux choses. La purification par le feu, et on parle bien d'industrie du feu, et puis en même temps, les très hautes températures, ça nous ramène un petit peu à quelque chose qu'on peut appeler l'enfer. Donc, je vous invite à un voyage qui va être un voyage assez extraordinaire, tout simplement dans un monde pour lequel nous sommes relativement éloignés, parce qu'effectivement, si nous voulons rentrer dans ce monde des très hautes températures, en général, nous n'en sortons pas vivants. Alors, je vais commencer par un peu d'histoire, et l'histoire des réfractaires s'enracine dans la nuit des temps. À l'origine, il y a eu la glaise calcinée par le feu du foyer. La découverte du feu, ça date de 790 000 ans. Donc, vous voyez, ça date un petit peu, mais nos matériaux sont intimement liés à la conquête des hautes températures depuis que l'homme a justement acquis la maîtrise de ce feu. Et l'argile, trouvée en abondance, c'est l'un des premiers matériaux les plus importants sur notre croûte terrestre, mélangée tout simplement avec de l'eau, puis cuite, va donner naissance au premier réfractaire et à partir de là, à l'émergence d'une industrie clé. Les performances de ces réfractaires doivent beaucoup au savoir-faire du passé. D'abord, les métiers des arts céramiques, en particulier la faïence et la porcelaine, puis les industries du bâtiment, briques de construction, terre cuite. Mais c'est avec la sidérurgie qu'on repousse l'usage, les limites d'usage des réfractaires au-delà d'une température de 1500 degrés. Alors vous voyez ici sur la gauche donc cette magnifique gravure, extrait de De Re Metallica 1556, donc un magnifique ouvrage, je dirais, du maître de la métallurgie, Agricola. Et puis vous voyez ici un four d'acierie du XXe siècle. Sachons qu'en 1897, le four à arc a atteint 2000 degrés. Et puis leurs performances tiennent beaucoup aussi à la science. Et on voit qu'au XXIe siècle, ITER mettra en œuvre des matériaux réfractaires pour porter le plasma à 150 millions de degrés dans le cœur de la machine. Alors, ces matériaux, et dans le titre, on a parlé effectivement des industries primaires, ou les industries de base, ou les industries du feu, eh bien, ces matériaux répondent à une réelle demande de nombreux secteurs économiques clés. En premier lieu, les secteurs traditionnels des hautes températures, métallurgie, cimenterie, verre, céramique,
mais également les secteurs de la thermique, de la chimie, de la pétrochimie, chaudière, four, évaporateur, installation de purification, la production d'énergie, énergie fossile, nucléaire, les nouvelles énergies, hydrogène, biomasse, l'environnement et le traitement énergétique des déchets, incinération des ordures ménagères, vitrification des déchets ultimes, sans oublier bien sûr l'aérospatiale, l'armement ou l'aéronautique qui utilisent des barrières thermiques qu'on appelle les liners en céramique réfractaire. Alors ces matériaux sont des matériaux de grande diffusion, consommables, travaillant dans un environnement extrême. Vous voyez ici la corrosion par les métaux en sidérurgie, il s'agit de briques de bauxite, ou encore la corrosion des tuiles de carbure de silicium et le dépôt que l'on peut observer à leur surface. Il y a une atmosphère agressive, chlorée, dans les unités de valorisation énergétique des déchets, c'est-à-dire l'incinération. Ces matériaux sont donc des matériaux essentiels pour notre monde moderne. Pour produire une tonne de béton, il faut 1 kg de réfractaire, une tonne de cuivre, 3 kg, une tonne d'acier, 10 à 15 kg, c'est énorme. Pour le verre, une tonne nécessite 4 kg et l'aluminium, 6 kg. Vous voyez ici un four de cuisson d'anode d'aluminerie. La production mondiale des réfractaires, c'est quand même pas rien. C'est 42 millions de tonnes par an pour un chiffre d'affaires d'environ 25 milliards de dollars. Ce qui est tout à fait intéressant et emblématique, c'est que la sidérurgie à elle seule consomme 70% de la production mondiale des réfractaires et en Europe 55%. C'est essentiellement lié au procédé et notamment au niveau de température qui atteint 1700 degrés. Alors, en 2 mots, ce qu'on peut dire, c'est que ces matériaux ont un impact stratégique considérable. Sans réfractaire, pas d'acier, pas de verre, pas de ciment, pas d'aluminium, bien sûr pas de matériaux de construction, pas de voitures, pas d'avions, pas d'énergie. Ça veut dire que notre vie serait sans doute triste ou tout au moins tout à fait différente de celle que nous avons actuellement. Ce que je vous propose, avant de rentrer sur le vif du sujet, c'est-à-dire finalement les défis du futur, c'est de consacrer un peu de temps à ce que j'appelle le design des réfractaires, c'est-à-dire leur conception des matières premières en microstructure. Alors, qu'est-ce qu'un réfractaire? Eh bien, ce mot a été recensé par Robert Estienne en 1539. Ça vient du latin d'église, refractarius. Ça veut dire résister, refuser de se soumettre. Pour une céramique, tout simplement, c'est une céramique qui résiste aux hautes températures, qui peut se présenter sous forme de briques ou de non façonnées. Vous en voyez ici 2 exemples. Un four à coque, qui est une véritable cathédrale de briques de silice, ou encore un incinérateur qui ici a été construit à partir de béton réfractaire. Ces matériaux ont plusieurs missions. La première, c'est confiner la matière chaude et l'énergie. La deuxième, c'est protéger les installations industrielles et des hommes. La troisième, c'est l'isolation thermique. Les constituants réfractaires sont issus de nombreuses matières premières minérales. Bauxite, périclase, c'est-à-dire magnésie, kaolinite, graphite, silice, corindon, andalousite, chromite, carbure de silicium. Parmi ces matières premières, et on a eu des très beaux exposés ce matin, certaines de ces matières premières sont relativement, on va dire, critiques, telles que la magnésie, la bauxite ou le graphite, c'est-à-dire le carbone cristallisé. Et à partir de ces matières premières minérales, eh bien finalement, ça va nous donner naissance, pour nos matériaux, à 6 oxydes stables, alumine, silice, magnésie, chaux, zircone, et un petit peu l'oxyde de chrome, de moins en moins, plus du carbone, qui peuvent s'associer les uns aux autres pour former des oxydes mixtes, des composés définis, ou voire des carbures. Alors voici un exemple de nombreuses phases obtenues à partir des oxydes. À titre d'exemple, si vous prenez le sable, c'est-à-dire la silice, plus exactement la cristobalite, qui fond à 1723, et le corindon, l'alumine à 2020 degrés, entre les deux, on a un composé défini qui s'appelle la mullite, 3L2O3, 2 et CO2, dont la température de fusion est de 1850 degrés. De la même manière, entre l'alumine, la magnésie
ou l'oxyde de chrome, eh bien, on peut définir toute une famille de spinels ou de solutions solides. En termes de microstructure, notre matériau est constitué d'agrégats, d'additifs et de liaisons. Un squelette de particules grossières qui vont être liées par une matrice de granulométrie fine. Et donc, la conséquence qui s'impose, c'est qu'il s'agit de matériaux hétérogènes, souvent ou très souvent polycristallins et polyphasés. Les agrégats constituent les 2/3 du matériau avec une granulométrie grossière. Ils font induire les caractéristiques principales. La matrice constitue la granulométrie fine. Elle va être constituée d'additifs, de poudre fine et ultra fine, qui renforcent les caractéristiques particulières, une liaison qui va assurer la cohésion de l'ensemble et une porosité ouverte autour de 10 à 25%. Voici un exemple de réfractaire de bauxite. Donc on observe bien les grains de bauxite, 65% de la composition du matériau. Et puis la matrice constituée effectivement d'un système de liaison, de fines, d'additifs. Ici, le liant sera constitué d'argile et de réactifs chimiques. Regardons la matrice un peu plus près. Elle sera constituée d'un liant phosphatique associé à de l'argile relativement fin, 5% de bauxite de Guyane et 15% d'alumine ultra fine. Le tout donnant naissance à une porosité de 14%. On notera également qu'on va chercher à avoir un arrangement quasi compact de particules, des grands grains. Entre les grands grains, on remplit les espaces par des moyens grains. Entre ces espaces, on mettra des fines et des ultra fines. Un point à noter dans notre métier, c'est qu'en général, vous connaissez le maillon le plus faible, la matrice est le maillon le plus faible, à cause de sa réactivité, de sa porosité, sa grande surface spécifique, et donc sa résistance, notamment à la corrosion, sera souvent plus faible que celle des agrégats, malgré l'utilisation de matières premières plus nobles. Alors, quelles sont les principales familles de réfractaires? Je ne vais pas rentrer dans le détail. Vous avez des réfractaires qu'on qualifie d'acides. Je ne sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est un terme qui est un petit peu impropre. Enfin, pas complètement quand même. Du système silice-alumine. Des réfractaires basiques à base de magnésie dolomie-chromite. Et des réfractaires spéciaux, carbone, spinel, zircone, etc. Vous voyez ici la très grande variété d'applications. Ça va du creuset de haut fourneau à la poche à acier, donc qui va nécessiter, pour répondre à ces sollicitations très variées, température, cyclage thermique, atmosphère, tenue à la corrosion, eh bien, des milliers de produits réfractaires différents. Alors, ce que je vous propose, avant de parler justement des défis futurs, c'est de vous parler en quelques mots des propriétés exceptionnelles à travers quelques exemples de ces céramiques. Alors, vous voyez juste sur votre droite des plis. Il s'agit en réalité de feuillets de graphite qui ont subi des sollicitations thermomécaniques et qui ont su s'adapter finalement aux contraintes qui leur sont imposées. Alors, premièrement, nos matériaux, c'est des matériaux durs à cuire. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont capables de supporter sans se fissurer des chocs thermiques extrêmes. Nous sommes ici dans le domaine de la coulée continue, juste avant la solidification totale de l'acier. Donc vous voyez des busettes, un tube de protection de jet, un répartiteur. Ces matériaux subissent un choc thermique de l'ambiance à 1600 degrés sans dégradation. Et heureusement d'ailleurs pour le procédé. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont spécialement conçus pour y résister. Ils ont des faibles dilatations, des conductivités thermiques, des bas modules d'élasticité. Et vous voyez le côté très hétérogène. Et ce sont des matériaux bourrés de défauts. Il y a plein de micro-fissurations. Il y a plein d'interfaces entre les agrégats et les additifs. Tout ça pour permettre justement une bonne tenue au choc thermique. Deuxième exemple, c'est des matériaux qui doivent supporter la corrosion, et en particulier par les oxydes liquides qu'on appelle les laitiers. Alors, vous voyez ici un exemple d'imprégnation réactive d'un réfractaire d'alumine par les oxydes liquides agressifs. Donc la phase chaude, c'est ce que vous voyez en haut, elle a été en contact avec ces oxydes, donc elle s'est imprégnée et elle a réagi.
Donc on est passé vraiment d'un phénomène de corrosion de surface à un phénomène de corrosion de volume, avec une zone réactionnelle où on a eu des phénomènes de dissolution-précipitation et une zone un peu plus basse où on a des phénomènes d'imprégnation capillaire. Alors vous voyez que ça, c'est pas terrible, puisqu'effectivement, le volume affecté par la corrosion est important, et d'où la question posée, comment transformer cette corrosion de volume en corrosion de surface? Eureka! Eh bien, l'effet du carbone sur la mouillabilité des réfractaires par les oxydes liquides est tout à fait bénéfique. Donc, vous voyez dans la partie centrale de cette slide, la magnésie, il s'agit ici d'un réfractaire de magnésie, est mouillée par les oxydes liquides. Si on introduit du carbone, eh bien, l'effet non mouillant de ce carbone va se traduire par une infiltration extrêmement limitée de ces réfractaires de magnésie-carbone. Et on peut jouer sur la taille, la nature, la microstructure pour limiter fortement cette imprégnation, comme on peut le voir sur ces réfractaires qui se situent à droite. C'est des matériaux aussi qui ont appris, avec le temps, à se protéger. Et notamment, ici, il s'agit d'un béton d'alumine-magnésie formant spinel. Et la stratégie, ça a été de ralentir la corrosion par la maîtrise de la microstructure et les transformations de phase. Vous voyez qu'on a ici nos agrégats. Ça ne marche pas. Ce que vous voyez près du cercle rouge, vous avez vos agrégats donc d'alumine. Ils vont naturellement se protéger des laitiers. Ils vont naturellement se protéger des laitiers en précipitant à leur surface de l'hexaaluminate de chaux qui va les protéger de la corrosion. Et puis l'homme peut l'aider. On a volontairement introduit des composés qui forment des spinels, c'est ce que vous voyez en noir. Ces spinels MgOAl2O3 vont piéger les éléments oxyde de fer et oxyde de manganèse présents dans le laitier, qui ont un rôle, on va dire, de rendre le laitier relativement fluide, pour épurer ce laitier et à partir de là, limiter par un accroissement de sa viscosité son imprégnation. Et puis on est capable aussi de faire ce qu'on appelle des matériaux avancés, advanced materials. Donc ici, c'est un développement qu'on a fait au laboratoire. Donc on a développé un réfractaire de zirconmulite à partir de deux matières premières, zircon et andalousite. Le problème du zircon, c'est que sa décomposition en zircone se produit à très haute température, 1800 degrés, incompatible avec nos process de fabrication. Et au miracle, quand vous associez le zircon à l'andalousite, vous avez une décomposition du zircon en zircone par la présence de certains éléments présents dans l'andalousite. Donc ce n'est pas un miracle, c'est tout simplement de la science. Et à partir de là, bien, on a été capable de produire à une échelle industrielle, après beaucoup d'efforts, vous voyez 55 formulations, des matériaux qui ont des propriétés mécaniques exceptionnelles et qui, en utilisation, n'ont pratiquement pas d'infiltration ni de fissure. Alors, nos matériaux subissent des dégradations. En quelque sorte, ils sont torturés. Et donc, il est très important, pour bien les connaître, et à partir de là, les faire évoluer, d'être capable de connaître les mécanismes à l'origine de ces dégradations. Et nos matériaux ont des comportements un petit peu comme le corps humain, où un médecin doit réaliser une expertise qui doit être extrêmement fine pour pouvoir déterminer à partir de là quel remède doit être appliqué pour répondre finalement aux patients. Alors voilà quelques exemples de dégradation. Donc vous voyez, ce n'est pas terrible, ce n'est pas beau du tout. On observe des choses abominables, des ruptures, de la fusion, de l'érosion, de l'écaillage, de la corrosion localisée, de l'imprégnation, des transformations, des coups de sabre. Et donc pour répondre à ça, il nous faut établir une certaine méthode de travail. Mais le diable se loge dans les détails. Vous voyez ici un réfractaire de Pochettino et vous voyez ici des réfractaires de laboratoire. Ils subissent une désintégration quasiment totale par un simple gaz qu'est le monoxyde de carbone. Pourquoi ?
Le monoxyde de carbone a une température entre 400 et 900 degrés, fait subir une réaction de boudoir. Il se décompose pour donner du carbone et du CO2. Ce carbone pénètre dans la porosité, va croître, et par croissance dans cette porosité de particules de carbone, qui est catalysée par les oxydes de fer naturellement présents dans le réfractaire, on a une destruction un peu longue mais radicale. Et le diable se loge dans les détails nanométriques. Ici, on est dans une atmosphère de CO et d'hydrogène, et vous voyez que les particules qui catalysent cette croissance du carbone, c'est des carbures de fer. Ces carbures de fer vont dissoudre le carbone issu du CO, et par un phénomène de nucléation et croissance, vont donner naissance à des nanofibres de carbone qui ont un effet extrêmement destructeur à partir du moment où on est dans une atmosphère qui contient de l'hydrogène. Et donc, pour essayer de répondre à tout ça, il nous faut une méthode, parce que l'interprétation est délicate, elle s'apparente à de l'archéologie. Vous voyez ici un puzzle de Talatat, 6000 blocs de pierre utilisés pour l'édification du temple d'Aton à Karnak. Il a fallu les rassembler, et nous, eh bien, face à une installation industrielle, il nous faut comprendre finalement un petit peu comment se comportent ces réfractaires. Et vous voyez donc votre orateur dans un convertisseur à une époque qui date déjà de quelques années. Et donc moi, je fais mise un peu cette sentence ou cette phrase d'Édouard Pau, qui est merveilleuse. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Donc, observer les réfractaires, ça passe d'abord par l'expertise industrielle. Donc, il nous faut une approche globale. Observer l'installation industrielle, observer le revêtement, observer la brique, observer la microstructure. Et ça veut dire que notre approche est multi-échelle dans ces facteurs 10 puissance 7, de la dizaine de mètres au micromètre. On a vu tout à l'heure que pour comprendre l'endommagement à cause du carbone déposé, il nous faut aller au niveau du nanomètre. Et c'est absolument indispensable. Et donc cette approche est observée. Mais après l'observation, il nous faut mesurer. Et pour mesurer d'une manière contrôlée, ça passe par de l'expérimentation en laboratoire, ou bien des essais classiques de comparaison, ou des essais in situ instrumentés, notamment pour déterminer les cinétiques. Après la mesure, il nous faut caractériser les échantillons que j'appelle post-mortem, corrodés. Donc voilà un réfractaire dans la dalousite, corrodé par un laitier alumine chaud, et à partir, je dirais, de cette image, associée à quelques analyses, on a été capable de déterminer l'évolution des phases minérales à l'interface laitier-réfractaire à haute température, et non pas tel qu'on l'observe sous notre microscope. Donc, vous voyez les phases minérales qui se développent, et vous avez également le profil de composition de la phase liquide à l'interface. Après la caractérisation, en tant qu'ingénieur, il nous faut calculer. Donc, voilà des calculs thermodynamiques qui nous permettent de prédire la nature des phases, notamment issues ici donc d'un slag, produit par des centres de biomasse, où effectivement les conditions d'atmosphère peuvent totalement modifier la nature des phases présentes. Après le calcul, on est en mesure, mais pas avant, d'identifier les mécanismes et de quantifier les paramètres clés. Nous sommes ici dans un four rotatif, et le mécanisme mis en jeu est relativement simple: infiltration, formation de fissures, croissance de fissures et écaillage. À partir de là, eh bien, la modélisation s'impose, ou bien la modélisation des réactions. Vous voyez ici donc la détermination des cinétiques réactionnelles de formation de force stérite, obtenue par des essais in situ de spectroscopie Raman en température, mais également, à partir de là, on peut prédire la durée de vie à une échelle industrielle. Et je vous présente ici un modèle statistique d'usure multivariable de convertisseurs d'aciérie, obtenu quand je travaillais dans le groupe Usinor, qui tient en compte des caractéristiques des matériaux et des conditions de process, et qui permettait d'être un outil opérationnel pour les opérateurs.
Et donc, maintenant, on est tout à fait en mesure, mais pas avant, de sélectionner et développer les nouveaux matériaux, apporter des préconisations. Et le point le plus important, le plus critique et souvent le plus négligé, c'est de valider finalement ces choix par des essais industriels avec des mesures, et je dirais, rigoureux et scientifiques. Donc voilà un exemple où effectivement on avait un matériau de référence, une nouvelle qualité qui manifestement apporte donc une performance supérieure aux qualités usuellement utilisées. Voilà. Maintenant, j'ai encore un peu de temps, j'imagine. Ce que je vous propose, c'est de passer au vif du sujet. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le vif du sujet, finalement, le moteur, c'est la recherche et la formation. Alors, abordons le problème de la recherche. Je ne sais pas si ça marche. En principe, il y a une petite vidéo, mais je ne suis pas sûr que... Sur l'ordinateur. Oui, sauf que... Ah, attendez. Je vais aller en arrière. Je clique sur la photo. Ouais, mais je ne la vois pas, la photo. Bon, c'est pas bien grave. Hein. Vous imaginez... Ah, voilà, c'est parti. Alors, un des exemples de recherche, c'est finalement comprendre la matière dans tous ses états à haute température. Donc ici, on utilise une technique de lévitation aérodynamique. On maintient par un lévitateur, à très haute température, chauffé par des lasers, une petite goutte d'alumine. Elle est sans contact. Et vous voyez que cette petite goutte d'alumine va vibrer avec une fréquence propre, une vibration propre. Et à partir de là, on va pouvoir en déduire la viscosité de cette alumine en fonction de la température. Ça, c'est quelque chose qui pour nous est très important, puisqu'on a vu que la viscosité de ces phases liquides à haute température va avoir un impact considérable sur l'imprégnation capillaire et la réactivité de nos réfractaires. Un deuxième exemple, c'est comprendre la matière et ses transformations à haute température. Donc ici, vous avez un essai in situ avec analyse par diffraction X pour déterminer les cinétiques de réaction entre un réfractaire à base d'alumine et un lithier à base d'alumine chaud. Vous voyez qu'entre les deux, à l'interface, il se produit beaucoup de choses, beaucoup d'échanges. Et cette figure nous montre l'évolution de la dissolution de notre réfractaire d'alumine en fonction du temps, la précipitation d'hexaaluminate de chaux qui va le protéger, en sachant que d'un point de vue cinétique, on est quand même relativement loin de l'équilibre thermodynamique, puisque cet équilibre est représenté par ces traits horizontaux, donc en pointillés. Donc on a bien dissolution et reprécipitation. Et puis, c'est aussi modéliser le comportement thermomécanique des réfractaires. Donc on est dans le domaine ici de l'incinération, on a une chambre de combustion, une tuile en carbure de silicium. On représente ici donc, le profil thermique dans la tuile, la cinétique d'oxydation du carbure de silicium et l'effet de cette oxydation sur les contraintes et les déformations mécaniques donc, de la tuile. Bien évidemment, c'est un petit peu grossi. Et puis, j'ai un point qui, pour moi, est le point peut-être le plus fondamental, qui doit être pris en compte et qui va faire en sorte qu'effectivement, dans le futur, eh bien, on pourra répondre aux attentes, c'est bien sûr la formation. Alors, la formation, oui, transmettre, oui, mais comment ? Je voudrais juste vous présenter en 2 mots un exemple que je considère tout à fait intéressant, qui a été fait par l'initiative de quelques collègues. Ça a été la création d'une fédération internationale de recherche et d'éducation dans le réfractaire, qui est une entité indépendante, un peu une association loin de 1901, mais qui a permis l'association de 25 partenaires universitaires et académiques pour promouvoir la formation des étudiants dans le domaine des réfractaires, et qui permettent donc notamment à des sociétés concurrentes de pouvoir partager, pour le bien finalement de notre métier, des savoir-faire et puis également donc, se mettre en commun finalement des moyens. Alors cette fédération eh bien, permet l'échange d'étudiants dans les universités du monde entier, des projets de recherche collaborative, des publications et ouvrages, des écoles d'été, des séminaires. Mais
La formation, c'est transmettre, et transmettre aux opérateurs, et transmettre sur le terrain, et transmettre finalement aux ouvriers. Donc je crois que ces actions de formation pour les opérateurs, c'est vraiment un point essentiel pour améliorer la compétence, partager l'expérience, mettre en place des méthodes et une démarche, transmettre des connaissances, transmettre finalement un savoir-faire, et puis informer de l'avancement de la recherche et du développement. Alors, pour terminer, je voudrais qu'on rêve, qu'on se projette vraiment vers le futur et vers les défis qui nous attendent en termes de matières premières, en termes de CO2, en termes de recyclabilité. Et à partir de maintenant, le futur commence juste après ma phrase. Donc on va parler d'éco-conception, d'autocicatrisation, de décarbonation, de big data, de modélisation et d'intelligence artificielle, même dans le domaine des réfractaires. Alors voilà un exemple de réfractaire autocicatrisant. Donc c'est ce que j'appelle un peu l'innovation. Il s'agit d'un réfractaire où vous voyez clairement une fissure initiale par choc thermique. Et au miracle, non, grâce à la science, la fissure a disparu. Après 2 heures à 1200 degrés, on a une cicatrisation de la fissure par cristallisation justement d'une phase secondaire qui est la mullite. Deuxième exemple, c'est l'élaboration de béton réfractaire sans ciment en utilisant des nanoparticules. Donc c'est des gels, notamment des gels de microsilice, qui sont des microsphères de 150 nanomètres. Et finalement, à partir de ces gels, on est capable d'élaborer des bétons réfractaires sans ciment qui commencent à trouver des applications, telles que vous voyez ici, dans les fourches de cimenterie. Troisième exemple, alors c'est à la mode, c'est pour ça que j'ai voulu le présenter, c'est s'inspirer de la nature. Donc vous voyez ici une nacre, qui sont des tablettes de quelques micromètres, parfaitement imbriquées. Et vous voyez un petit peu son pendant. Il s'agit d'une microstructure de réfractaire constituée de tablettes d'alumine séparées par une interface de borate d'aluminium. C'est ce qu'on appelle un peu le biomimétisme, et vous en avez ici 2 magnifiques exemples. Alors, ces réfractaires présentent des caractéristiques intéressantes dans leur limite d'emploi, qui est ici 1200 degrés. Donc, en termes de propriétés mécaniques, vous voyez, ça se situe au-dessus des superalliages. Ça a des propriétés de résistance à la rupture et de ténacité tout à fait intéressantes ou remarquables comparativement à nos matériaux. Et ça permet notamment les déviations de fissures. Troisième exemple, très intéressant, je dirais très pratique, c'est le recyclage. Sachez que 40% à 60% des réfractaires, après leur utilisation, restent en place ou ne sont pas forcément totalement valorisés. Et donc, l'idée, c'est quand même de valoriser ces matières premières par un tri, une collecte, une découpe, broyage. On obtient donc des poudres ou des grains qu'on va refriter dans les fours pour pouvoir les réutiliser. Donc, vous voyez, la réincarnation, vous n'y croyez pas, moi, j'y crois beaucoup. Et puis, c'est le data mining et l'intelligence artificielle. Le réfractaire est complexe, un peu comme tous les matériaux. Et donc, à partir de là, les sciences des données peuvent nous apporter beaucoup à travers les bases de données, le data mining, les statistiques, le e-learning, les machine learning, l'intelligence artificielle. Et voilà un exemple notamment d'intelligence artificielle qui a été utilisé donc, dans le domaine des hauts fourneaux, avec toutes les différentes étapes, brainstorming, collecte de données, mise en forme des données, analyse des données, validation et implantation. Et puis le dernier exemple qui, moi, me tient beaucoup à cœur, ayant travaillé dans la sidérurgie, c'est décarboner les industries des hautes températures. L'industrie, c'est 18% des émissions de CO2. Donc c'est relativement énorme et ça constitue un défi majeur pour le futur. Et c'est là où l'hydrogène, cette petite molécule, peut effectivement apporter beaucoup. Alors apporter beaucoup, peut-être pas au sens qu'on a vu ce matin, c'est-à-dire que H2O a une grande propriété, c'est que c'est un réducteur, comme l'est également le carbone ou le CO2.
Donc, H2O, pourquoi faire? Pour alimenter en énergie décarbonée les unités industrielles et contribuer à la décarbonation des procédés en substitution des énergies fossiles actuellement utilisées. Et l'exemple le plus emblématique, c'est la fabrication de l'acier. Pourquoi finalement ne pas réduire les minerais d'hydrogène par l'hydrogène décarboné? Alors moi, je n'y croyais pas trop, mais j'y crois de plus en plus, parce que ça m'apparaissait vraiment quelque chose, un rêve un peu fou. Alors voilà une unité de fabrication donc sidérurgique. C'est grand, ça fait 7 km de long. Vous reconnaissez tous le charbon, les fours à coke, les hauts fourneaux, la scierie, le laminoir. Et finalement, la sidérurgie, c'est simple. C'est 2 réactions chimiques. À côté de ce que nous proposent nos collègues dans le domaine des polymères, c'est incroyablement simple. J'en ai presque honte, d'ailleurs, de cette simplicité. C'est le carbone qui produit du CO par oxydation de l'oxygène, et c'est des oxydes de fer qui sont réduits par le monoxyde de carbone pour former du fer avec un peu de carbone, ça s'appelle l'acier, et produire surtout du CO2. Et cette usine sidérurgique, je crois que son nom est impropre. En réalité, c'est une usine de fabrication de CO2, puisque pour une tonne d'acier, on produit 1,8 tonnes de CO2, et en 2022, si mes chiffres sont exacts, c'est 2,6 milliards de tonnes de CO2, soit entre 7 et 9% des émissions mondiales. Donc c'est colossal. Alors le futur, c'est quoi? Eh bien, le futur proche, c'est une réduction de 30% du CO2 en 2030 pour atteindre la neutralité carbone en 2030 grâce à un acier vert. Alors, on y gagne beaucoup en termes de chimie, puisque finalement, on n'a plus qu'une seule réaction. L'oxyde de fer est réduit par l'hydrogène pour former du fer et de l'eau. Je crois que l'eau, c'est assez sympa. Et vous voyez que l'usine est totalement transformée. Il n'y a plus de hauts fourneaux. Il y a une unité qu'on appelle une unité de réduction directe et des fours électriques associée à une unité de production d'hydrogène. Donc voilà en quelques mots ce que c'est que cette technologie de réduction directe basée sur l'hydrogène vert avec des étapes intermédiaires. Donc vous voyez ici, on pourrait utiliser du gaz de Cote-Cris, du syngas, du gaz naturel. Cet hydrogène est introduit dans un préchauffeur et le réacteur se situe entre 500 et 1200 degrés. Pour moi, ce n'est pas des hautes températures. Donc ça devrait quand même faciliter les choses. On introduit des minerais de fer et on obtient des minerais de fer pré-réduits, ce qu'on appelle les DRI, Direct Reduction Ion, à travers la réduction par l'hydrogène de l'oxyde de fer. Mais tout ça a quand même des conséquences en termes de procédés et va impacter notamment nos réfractaires. Donc, notamment parce qu'on aura de la corrosion par les gaz, par l'hydrogène, qui va réduire notamment la silice, par le monoxyde de carbone, parce qu'on en aura toujours un petit peu, par les acides, par l'abrasion, par les contraintes thermomécaniques. Et donc actuellement, il y a des équipes qui réfléchissent au choix optimal de réfractaires qui devraient être plutôt orientés vers des réfractaires à base d'alumine. Voilà. Et donc pour faire court, eh bien, l'hydrogène vert, c'est une piste prometteuse pour la transition énergétique. Le succès n'est pas une option. L'avenir, c'est le gazogène. Et par contre, un champ étendu de progrès scientifique et technologique reste à réaliser pour faire aboutir des filières matures et compétitives. Alors, pour conclure, le mot de la fin, je vais le donner à Pierre Dax, que les plus jeunes ne connaissent peut-être pas bien, qui vous dit tout simplement, c'est en voulant connaître toujours davantage qu'on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Mais si nous parvenons à mieux comprendre les sciences et techniques des céramiques haute température, qui sait ce dont nous serons capables pour l'avenir des industries des hautes températures. Et puis pour terminer, juste pour le plaisir des yeux, voilà quelques microstructures de réfractaires. Vous voyez que la science et l'art, finalement, se marient très bien. Moi, je trouve que c'est tout à fait superbe. Et un petit clin d'œil, les réfractaires nous envahissent. En Belgique, vous avez une rue qui s'appelle la rue des maçons fumistes. Ce n'est pas parce qu'ils sont fumistes, mais c'est parce qu'ils pratiquent la fumisterie. Ça se situe à Braine-l'Alleud. Je vous encourage d'y aller.
En France, on est tous des Gaulois réfractaires, et en Allemagne, grand pays industriel, même au niveau des aéroports, vous voyez, effectivement, on parle de réfractaires. Donc, juste pour terminer, l'humour, c'est la plus grande bénédiction de l'humanité, c'est de Mark Twain, et je vous remercie de votre attention. Avant de passer la parole à la salle, je voudrais faire quelques commentaires parce que ça m'a rappelé beaucoup de choses, parce que j'ai pas mal travaillé sur ces choses-là. 2 ou 3 points. D'abord sur le final, vous parlez de la réduction par l'hydrogène, mais ça va nous poser un sacré problème, parce qu'on fait de l'eau. Et vous savez que nos réfractaires, ils n'aiment pas beaucoup l'eau à cette température-là. On a observé beaucoup de problèmes. Oui. Et c'est pour ça que je ne crois pas trop à l'hydrogène pour cette affaire-là. Il va falloir vraiment gérer le problème des réfractaires. Alors c'est pour ça que derrière le mot acide, en réalité, c'est l'eau que je voulais mettre. L'eau qui fait avec le soufre peut former effectivement l'acide sulfurique. Et ça va... Mais même l'eau toute seule, même sans le soufre. Oui, tout à fait. Oui, oui. Et alors, c'est clair qu'on va être complètement dans une autre technologie. Moi, je connais très bien les conséquences que peuvent avoir l'eau sur les creusets de hauts fourneaux en carbone. Ça fait des trous énormes, ça peut être catastrophique. Mais je pense que comme partout, on apprendra à maîtriser tout ça. D'autres problèmes que nous avons rencontrés, c'était particulièrement en utilisant des bauxites, c'est que maintenant, on nous a fourni, je travaille avec un industriel là-dessus, on nous a fourni de la bauxite qui était radioactive. Et on s'est retrouvé avec des gros problèmes. Les Chinois fournissent de la bauxite en ce moment, mais elle est radioactive. Alors quand vous passez sous un détecteur et que vous voulez l'exporter, on vous arrête le camion et on vous la renvoie. C'est un très bel exemple, ça concerne des réfractaires utilisés en fonderie, où effectivement les réfractaires sont restés au seuil de l'usine, parce qu'en fonderie, pour détecter les matières radioactives, ils ont des détecteurs. Exactement. Et à partir de là, c'est pas aller plus loin. C'est ce qui nous est arrivé, oui, exactement. Après, je voudrais venir sur un autre point, c'est sur les autocicatrisants. Oui. Vous en avez parlé, je pensais que vous n'allez pas en parler, mais c'est un problème extrêmement intéressant et qui marche. Et peu de gens savent qu'on peut maintenant faire des réfractaires très solides, fissurés, et qui s'auto-réparent constamment. Oui. Et pas forcément avec votre exemple, moi j'ai d'autres exemples, mais je ne peux pas vous en parler. Mais c'est vraiment une technique qui marche très bien maintenant, et on arrive à faire des réfractaires. Si oui. Alors, moi, je peux en dire 2 mots. Donc, effectivement, dans le domaine des réfractaires, c'est assez récent, mais on voit que les grands groupes industriels, je prends l'exemple du leader mondial, qui est à la fois situé en Brésil et puis en Autriche, a fait un vrai appel d'offres pour le développement de réfractaires de ce type. Et le deuxième remarque, c'est que dans le domaine des composites thermostructuraux, utilisés notamment plus pour des applications high-tech telles que l'aéronautique, mais pas uniquement, ou militaires, c'est vraiment des concepts qui sont actuellement développés et qui marchent très très bien. Et puis un dernier point optimiste. Vous nous avez parlé de la formation des whiskers de carbone à partir de quand on est en atmosphère CO. Mais c'est grâce à ces travaux là-dessus que nous avons découvert le moyen de fabriquer des nanotubes de carbone à grande échelle. Tout à fait. Alors, le sujet, moi, m'a toujours passionné parce que quand je me suis aperçu par hasard qu'on était capable de fabriquer des nanofibres de carbone avec des moyens rudimentaires de laboratoire, je me suis dit, tiens, c'est amusant. Donc, j'en ai parlé à mes collègues. Et alors, mes collègues ont dit, ouais, c'est intéressant, il y a juste un petit problème, c'est qu'effectivement, les précurseurs sont des carbures de fer, et pour certaines applications, le fer n'est pas très bien apprécié dans les nanotubes. Donc, mais ça dépend, parce qu'il y a le fer ou le nickel. Alors, on peut utiliser le nickel ou le fer, donc on passe par le carbure, et le carbure, ça dépend de la taille de la particule, ça dépend de la forme de la particule et des conditions et des pressions d'hydrogène dessus. Vous faites soit des nanofibres, soit des nanocarbones, et que vous pouvez vraiment... C'est comme ça qu'on a fait la synthèse de tonnes de nanotubes. D'accord. Des questions dans la salle? Vous avez donc parlé des céramiques réfractaires via la haute température. Si on utilise, pardon pour la naïveté, donc de la haute pression, est-ce que ça change quelque chose ou est-ce que ça n'a pas été... Alors, très honnêtement, non. Ou alors, il faudrait passer à des très, très hautes pressions. Si on n'a pas de changement de phase lié aux pressions, ça ne change rien du tout. À condition que c'est l'ensemble du réacteur qui soit à haute pression, bien sûr. D'autres questions? Oui. Vous pouvez porter le micro.
vous nous avez présenté la fabrication de l'acier d'un futur proche. Oui. C'est super intéressant. Moi, honnêtement, ça m'a fasciné. Parce que j'ai travaillé il y a quelques années sur des solutions alternatives aux fourneaux, mais qui étaient des solutions intermédiaires où on récupérait les gaz des hauts fourneaux, on retirait donc le CO2 qu'on stockait éventuellement dans le sol, on récupérait le CO et l'hydrogène qu'on réinjectait dans le haut fourneau. Et ça me semblait déjà des solutions d'avenir. Et patatrac, d'un seul coup, on me dit, mais non, c'est plus du tout ça, les règles ont changé, maintenant, c'est l'hydrogène. Sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi ? Tout simplement, peut-être pour une fois, je n'en sais rien, les politiques imposent de telles conditions que pour pouvoir passer la limite, ça va nécessiter une véritable rupture technologique. Et cette rupture technologique, c'est vraiment les grands sidérurgistes qui sont en train de la faire. Bon, c'est vrai pour ArcelorMittal, pour ne pas les nommer, mais c'est également vrai pour Tata Steel. Ils sont vraiment, vraiment dans ce domaine. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est qu'effectivement, cette technologie puisse se mettre en place dans les délais qui se sont fixés. Mais si on utilise l'hydrogène vert, oui. Vu les quantités de fer qu'on fabrique dans le monde, quelle quantité d'hydrogène serait nécessaire? Et derrière, ça veut dire qu'on fait l'électrolyse. Enfin, en amont, on fait l'électrolyse. Est-ce qu'on a les moyens en quantité d'électricité? On parlait ce matin concernant les voitures en se disant que tout le monde utilise sa voiture. Mais là, c'est des tonnages gigantesques. Oui, alors... C'est une grande interrogation que je me suis posée comme vous, pour laquelle effectivement je n'ai pas de réponse parce que ce n'est pas mon domaine. Par contre, j'ai posé beaucoup de questions à certains collègues, où certains ont des visions pessimistes, d'autres optimistes. Et notamment, il y a peu de temps, j'étais dans un gros groupe industriel qui me disait « Tu ne te rends pas compte à quel point les industriels sont en train d'investir dans l'hydrogène avec déjà des unités pour le futur ». Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra passer ou bien par les énergies renouvelables, telles que le solaire, ou bien, et je dirais pas ou, c'est et le nucléaire. Non, mais il y a une solution. Là. La solution, c'est la thermolyse de l'eau. Comme on est dans des réactions qui sont au-dessus de 800, 850, 900 degrés, on pourra réutiliser une partie de l'eau et la renvoyer sur les parties extrêmement chaudes et on fera de l'oxygène et de l'hydrogène par thermolyse. C'est une des solutions qui est envisagée. Ah oui, c'est un procédé CEA, ça, non? C'est pas un procédé CEA, ça? C'était proposé, oui, c'est ça. C'est la même chose que propose le CEA, mais c'est là, c'est pour autre chose. Moi, je ferai un commentaire, c'est-à-dire que toute l'histoire de la science à haute température montre les déboires qu'ont rencontrés les gens en présence du proton à haute température. On peut voir les premiers essais d'anneaux accroche-feu dans les années 60 pour les moteurs d'avion, puis après des matrices LAS, puis après actuellement aussi des matériaux pour l'électrolyse. Moi j'ai travaillé pendant 15 ans avec Areva pour développer la conversion du CO2 en aldéhyde. Les matériaux sont corrosés par l'effet extrêmement polarisant du proton qui s'insère et qui détruit toutes les structures. Et ça, c'est un problème extrêmement important qui est négligé parce que pour beaucoup de gens, eau égale pas méchant. Oui, alors j'aurais juste peut-être alors je ne suis pas complètement compétent, mais je suis assez d'accord avec vous, mais est-ce qu'il s'agit plutôt finalement de la corrosion qui sera très importante des structures métalliques? Non, ça c'est pour les oxydes. Même les oxydes. Mais je cite, il faut aussi avoir en tête que la corrosion des métaux est d'abord la corrosion de la couche extrêmement fine d'oxyde qui est en surface. D'accord. Alors, on sait, par exemple, dans la corrosion des centrales nucléaires, qu'il y a certaines phases qui se forment dans la corrosion à haute température et que ces phases ont, elles, une certaine stabilité vis-à-vis du proton à haute température. Oui. Mais elles sont extrêmement rares et souvent, elles ont des structures lamellaires qui, en fait, sont très désagréables pour tout un tas d'applications. Là, je suis d'accord, mais c'est vraiment des oxydes qui se forment
en couche sur les métaux. Alors que moi, je parle de nos oxydes réfractaires, hein, qui sont des matériaux mais épais. la plupart, vous mettez un proton à 800 degrés, il n'y a pas grand-chose, que ce soit des oxydes, des carbures qui tiennent. Donc bonjour, je suis en train actuellement d'écrire un modeste papier de recherche sur l'impact du big data et la transition énergétique, et vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez préciser éventuellement cette application du big data, ou bien donner quelques noms d'initiatives afin que je puisse continuer mes recherches sur ce chemin-là? Merci. Alors, je peux vous donner quelques noms dans mon domaine, bien sûr. Hein. Donc, il y avait une publication qui parlait donc du professeur Pandolfelli, qui se trouve au Brésil. Vous avez également le professeur Arnold Armut, donc à Leoben, qui travaille. Pour l'instant, dans le domaine, ça reste, je dirais, une projection vers l'avenir. Ce que je peux vous dire, par contre, parce que j'y ai beaucoup travaillé, c'est que dans les procédés, on a des quantités de données incroyables. Tout simplement parce qu'il y a plein de capteurs. Ces données sont rarement exploitées à des fins de recherche, alors qu'effectivement, c'est une source extraordinaire pour pouvoir sélectionner et définir nos matériaux futurs. Et ça permet d'établir des corrélations, notamment de comportement en service, tout à fait originaux et intéressants. Et moi, c'est dans ce sens que je crois beaucoup au big data et à l'intelligence artificielle, comme étant des moyens d'orienter nos recherches vers la conception de nos matériaux futurs. Et ça rejoint un petit peu la petite remarque que je disais. Le diable se cache dans les détails. C'est souvent justement aux détails c'est justement ces détails qu'on peut extraire des données pour les mettre en regard avec nos expériences et faire finalement progresser les matériaux.